Les progrès ne sont pas aussi rapides que nous le souhaiterions. Pourquoi les progrès ne sont-ils pas rapides? Je pense qu'au Nouvel An, ils auraient déjà pris Bakhmout, sans notre monstrueuse bureaucratie militaire et sans les bâtons dans les roues que l'on signale chaque jour. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de changements structurels. Vous avez tous entendu dire que l'accueil des prisonniers dans nos rangs a été suspendu. Ces gens qui ont accompli une tâche héroïque et que continuent à accomplir ceux qui sont restés avec nous, ceux qui n'ont pas encore été graciés. Malheureusement, la bureaucratie ne permet pas, par le biais de notre ordre militaire, que d'autres unités qui devraient être engagées dans ce combat le soient. Si aujourd'hui il y avait des unités Wagner dans différentes directions, je pense que nous aurions déjà rincé nos chaussettes à Dnipro. Magali, un constat assez édifiant, lâché de toutes parts. Non, mais en fait, c'est exactement ce genre de choses que le Kremlin et l'armée régulière ne veulent plus entendre. C'est-à-dire des critiques ouvertes en parlant, là on a Prigojine qui nous parle d'une bureaucratie monstrueuse. En fait, il explique que si ces hommes n'y arrivent pas, comme justement il l'avait promis à Poutine, c'est de la faute de l'armée régulière. Et ce n'est pas la première fois qu'on l'entend faire ce genre de critiques. Il y a d'autres vidéos dans lesquelles il explique combien Wagner est plus efficace, parce que bien plus proche des hommes sur le terrain par rapport à tous ces généraux russes qui sont complètement hors sol et qui ne comprennent pas finalement la réalité du terrain. Finalement, Prigojine, il s'est brûlé les ailes à croire qu'en effet, il pouvait avoir une importance peut-être supérieure à ce qu'il voulait. Il est peut-être allé trop loin dans les critiques du fonctionnement de l'armée. Et aujourd'hui, voilà, il y a un recadrage parce que les généraux ne veulent plus entendre ce genre de choses. Et ils l'ont bien fait comprendre aussi au Kremlin. Au Kremlin, mais aussi peut-être dans l'entourage de Vladimir Poutine. Hier, on a eu Natalia Turine qui nous disait qu'il y a aussi deux frères, les frères Kovalchuk, qui veulent aussi sa tête, en fait, sa tête entre guillemets, mais qui veulent un peu l'écarter. Oui, alors Kovalchuk, ça fait partie de ces oligarques qui sont très, 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 très proches de Poutine depuis toujours, de Saint-Pétersbourg, donc ça nous monte à la fin des années 80. C'est la bande de Saint-Pétersbourg, même la cabane, comme on disait, etc. Bon, bref. Et donc, ce sont des gens qui sont très discrets et qui, en général, ne se montrent pas en avant. Et l'un des deux frères possède le train privé de Vladimir Poutine. Bien sûr. Donc, ça se peut qu'effectivement, ils sont très proches de Poutine, très, très proches, ils sont très amis avec lui. Donc, ils doivent dîner souvent ensemble, j'imagine. Enfin bon, donc, il est possible, effectivement, qu'ils veulent sa peau. Bon, ce que je voudrais dire, c'est deux choses. C'est que d'abord, ça va peut-être paraître tout à fait paradoxal, mais c'est que ce langage de vérité de Prigojine, qui est un langage de vérité, parce que la bureaucratie à l'intérieur de l'armée russe est absolument gigantesque, le rend à la limite presque sympathique. C'est paradoxal de le dire, mais je trouve que son langage est tellement cru que bon, première chose. Deuxièmement, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit le colonel à propos de la mobilisation et par rapport à la comparaison avec les Américains, c'est très intéressant. Parce qu'on sait désormais, parce qu'on a arrêté à peu près la mobilisation, il n'y aura pas forcément de nouvelles mobilisations en Russie, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'hommes. Et il n'y a plus, les autres ils sont pris, soit on départit soit l'industrie, soit on départit effectivement les autres corps, les pompiers, les choses comme ça. Il n'y a plus, à un moment donné, l'effort de guerre épuisé. C'est pas que des soldats, c'est l'industrie, c'est l'économie. Évidemment, donc il ne faut pas départir pour aller envoyer au front des hommes qui vont de toute façon disparaître en grande partie. Donc il y a un vrai problème, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut ISW qui est un institut anglais, si mes souvenirs sont bons, très 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 sérieux en général, qui dit qu'il n'y aura pas de nouvelle mobilisation parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Il y a un problème de main-d'œuvre. Et certains s'inquiétaient qu'il y avait justement ces incendies, ces fameux incendies en Russie, parce qu'il n'y avait plus personne pour exactement, bien sûr, vous vous rendez compte. Et à l'approche de l'été où il y a beaucoup d'incendies en Sibérie, comme on le sait. Pourquoi Gazprom lance sa propre milice aussi? Parce qu'il manque, il y a eu ces départs sur le front. Et Gazprom, on sait alors là, vraiment que c'est le Kremlin et qu'il n'y a pas une feuille de papier cigarette entre Gazprom et Poutine. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose d'intéressant, c'est que Poutine aime flatter. Et que peut-être que Prigojine, c'est le chien qui n'a plus de caresse de Poutine et au contraire, qui reçoit des coups de Poutine. Mais au Kremlin, il y en a plein qui veulent la tête de Prigojine. Il y en a plein, mais n'oubliez pas que Prigojine est très fort toujours. Tout d'abord parce qu'il est dans cette chambre de bataille il y a longtemps. Il est super riche, il a beaucoup de contrats commerciaux et je suis sûre qu'il y a aussi des guerriers qui sont fidèles de lui. Ça veut dire que si il va se sentir en
dangerosité, je suis sûre qu'il va s'enfuir. Mais pour le moment, il espère toujours à garder sa place. Ça veut dire qu'il a bien dressé, mais il est vigilant à propos de cela. Il y a beaucoup, mais pas beaucoup qui a tellement de ressources humaines, militaires. Peut-être Kadyrov, mais il y a toujours cette guerre entre Kadyrov et Prigojine, parce que vous savez que les deux guerres de Tchétchénie ne sont pas oubliées dans la société russe. C'est aussi un point d'inflammation qui peut s'exploser d'un moment aussi. Alors Kadyrov, c'est intéressant parce que lui, il a quasi disparu de la circulation. Il a peut-être appris Ouais, d'ailleurs du sort de Prigojine et il a dit il est bon de ne pas faire trop de vagues avec le Kremlin. Alors, comment on voit ça du côté ukrainien? Comment on parle de Wagner? Écoutez, ce soldat qui combat justement dans les environs de Bakhmout. Dans toutes les sections de la périphérie de Bakhmout, les forces russes remplacent le personnel de Wagner. Wagner se déplace soit pour effectuer d'autres tâches, soit parce qu'il n'y a plus rien à renforcer, ce qui est plus probable. Ils ont gaspillé tout leur personnel ici. Ils n'ont aucun renfort, à cause des conflits avec le commandement de l'armée russe. Je ne sais pas quel idiot ira là-bas maintenant pour de l'argent, sachant comment Wagner traite sa viande. Et ils ne reçoivent plus de prisonniers. Alors, en fait, on en est où de cette grande offensive russe? Vous le voyez, et quand on écoute Evgeny Prigojine, c'est compliqué. Celle que redoutent aussi les autorités ukrainiennes, alertées par notamment les services de renseignement, qui parlaient même début février au Financial Times d'une offensive sous 10 jours, celle qui aurait, nous dit-on, déjà commencé dans l'Est. Et si elle n'avait pas lieu, tout simplement, ou pas maintenant? En tout cas, Nivine Potros, les Occidentaux n'y croient pas. Exactement, les Occidentaux n'y croient pas, à commencer par Ben Wallace, le ministre britannique de la Défense, pour qui la Russie n'a pas massé une seule force capable de mener une grande offensive. Selon lui, eh bien, nous avons seulement constaté un effort pour avancer. Selon le Britannique, la Russie perd trop d'hommes, trop de matériel pour des avancées finalement minimes, seulement quelques mètres, avec des niveaux d'attrition proches de ceux de la Première Guerre mondiale. Selon lui, par exemple, eh bien, 2/3 des chars russes sont détruits ou inutilisables. Le problème, c'est que la Russie ne produit pas suffisamment d'armes et de munitions comparé évidemment à ce qu'elle consomme sur le terrain. Selon le ministre britannique de la Défense, le Kremlin reconnaît lui-même que sa production industrielle est extrêmement faible et qu'elle ne répond pas à ses exigences à long terme. Autrement dit, les Britanniques ne voient pas comment techniquement les Russes pourraient mener cette offensive d'envergure prévue au printemps. Et les Britanniques, Nivine, ne sont d'ailleurs pas les seuls à être sceptiques quant à une éventuelle grande offensive russe. Exactement, puisque selon nos confrères de CNN qui ont interrogé anonymement des hauts responsables occidentaux, eh bien la majorité d'entre eux pensent que cette offensive elle est plus ambitieuse que réaliste. Malgré l'augmentation du nombre de soldats, les Occidentaux n'ont pas constaté de changement suffisant pour prendre et conserver de nouveaux territoires. Il faudrait aux Russes d'abord une meilleure coordination entre ces différents corps d'armée, une meilleure formation de ces mobilisés, il faudrait plus de soldats, il faudrait plus d'armes. Autrement dit, il faudrait plus de temps à l'armée russe. Or, selon l'armée américaine, il faudrait jusqu'à minimum mai à l'armée russe pour se préparer à cette grande offensive. Or, il est probable que les troupes se déplacent avant qu'elles ne soient prêtes en raison de la pression du Kremlin, puisque Vladimir Poutine veut aller vite. Or, on l'a vu au début de la guerre, cette précipitation russe, elle leur a été plutôt défavorable. Les Occidentaux ne voient pas comment la Russie pourrait y parvenir en reproduisant finalement les mêmes erreurs qu'au tout début de la guerre. Et même les Ukrainiens ne croient plus à cette grande offensive promise au printemps. Ils ont rassemblé suffisamment de main-d'œuvre pour prendre une ou deux petites villes du Donbass. Mais c'est tout, c'est décevant, ironise un haut diplomate ukrainien, comparé au sentiment de panique qu'ils essayaient de créer en Ukraine. Merci beaucoup, Nivine Potros. On se retrouve tout à l'heure, à nouveau, dans ce 12-15. Colonel, vous y croyez? Vous n'y croyez pas? On aura le temps, bien évidemment, de développer tout ça après la pub. Mais d'abord, je voudrais votre sentiment. On s'est souvent moqué des Russes. C'est souvent planté aussi depuis un an. Alors, oui, non, ils ont la capacité. Alors, comme d'habitude, il faut être prudent. D'abord, a priori, si des hauts responsables occidentaux disent que les moyens ne sont pas concentrés pour partir à l'offensive, il faut se rappeler de l'état des renseignements qu'on avait
au début de la guerre, on savait que les poches de sang commençaient à être assemblées, etc. C'est-à-dire qu'on avait des signes. Donc a priori, les signes ne sont pas là. Et donc, si on en croit ce qui est dit, il est clair que les Russes n'ont pas créé les conditions du déclenchement d'une offensive massive. Maintenant, tout dépend aussi de ce que l'on entend par une offensive massive. Si on entend une offensive un peu grand style, comme ils ont, entre guillemets, comme ils ont essayé l'année dernière, avec des percées, avec des progressions dont la profondeur, eh bien, a priori, c'est pas là, parce qu'à ce moment-là, vous avez des masses de chars qui sont rassemblées. Si vous entendez une offensive de grignotage généralisée, Comme ça se fait actuellement. comme ça se fait actuellement, mais potentiellement élargi, là, c'est pas le même dispositif qui est derrière, et ce sera pas visible de la même façon. Donc, la grande offensive généralisée, on pourrait dire que c'est la fin de la Première Guerre mondiale pour les Alliés contre l'Allemagne. Ça pousse partout sur le front, mais de manière égale, si on peut dire. Voilà. Et donc, vous n'avez pas des masses à droite et à gauche, comme au début de la Seconde Guerre mondiale, qui sont faits pour créer un trou, et puis après, pour aller se répandre derrière. Donc, c'est typique ce qui est arrivé à la campagne de France, où le trou a été créé à la sortie des Ardennes, et après, les armées allemandes avaient massé leur armée blindée et sont passées derrière. Donc, cette offensive-là, de type massive à un endroit pour percer derrière, a priori, les signes ne sont pas là. Maintenant, les Russes sont concentrés quand même un certain nombre de moyens, ils ont recruté, ils ont renforcé on va dire ce qu'ils ont comme dispositif en Ukraine. Ils peuvent donc partir éventuellement pour un autre type d'offensive. Ils peuvent aussi avoir fait un choix inverse, c'est de se dire on va renforcer notre ligne défensive et on va attendre que les Ukrainiens viennent. Parce que depuis le début du conflit, la défensive a montré sa supériorité par rapport à l'offensive. Si je peux me permettre encore 2 secondes, la Première Guerre mondiale, c'est la défensive qui est plus forte que l'offensive. Ce qui explique qu'on soit bloqué pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'on trouve les moyens de reprendre l'offensive, et encore, ça vient par l'épuisement de l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale, l'offensive est supérieure à la défensive. C'est ce qui explique les campagnes éclairs. Là, on est peut-être dans un retour d'une supériorité de la défensive à l'offensive, et qui pourrait expliquer un choix russe éventuellement de dire on grignote ce qui nous intéresse et après on attend. On y revient.